J'aurais pu leur accorder une circonstance atténuante. S'ils s'en étaient seulement pris à des adultes juifs qu'on a rendus responsables, en les diabolisant, de tous les malheurs de la France et du monde. C'était la guerre des Juifs, disait-on. Il a fallu que l'État français, responsable des mesures anti-juives, ouvre les vannes pour que les bestialités latentes et refoulées d'une couche importante de la société puissent donner libre cours à l'horreur sans nom. En 1943, Maurice Wolf est un jeune homme d'à peine 20 ans. Polonais, juif, il est révolté par les mesures antisémites prises par le gouvernement de Vichy dans le pays où il croyait avoir trouvé refuge. Ses mémoires, écrites après-guerre, témoignent d'une face méconnue des persécutions juives. Du pillage organisé de tous les biens des familles condamnées à la déportation. Un programme conçu au plus haut niveau du Troisième Reich baptisé Opération Meuble, dont Maurice Wolf a connu tous les rouages. Après le passage des écumeurs, dans les résidences et appartements juifs, il ne restait plus rien. Même les papiers peints étaient arrachés des murs pour essayer de découvrir des devises ou bijoux que les youpins auraient pu camoufler. Leur but, éradiquer jusqu'au dernier vestige, jusqu'à la dernière trace de notre existence. En mai 1940, Maurice Wolf et sa famille évacuent la Belgique devant l'avancée des troupes allemandes. Un deuxième exode. Les trois frères Wolf et leurs parents ont déjà fui Varsovie et l'antisémitisme virulent de leur Pologne natale. Tous parviennent à rejoindre clandestinement la France. Maurice se fait arrêter plusieurs fois. Il connaît de nombreux camps d'internement dont il s'échappe toujours. Puis il rejoint la résistance en zone libre pour prendre le maquis en Haute-Savoie. Mais à l'été 1943, alors qu'on le charge de démasquer une taupe à Paris, il se fait prendre. Torturé, incarcéré à Fresnes, il échappe de justesse à l'exécution capitale. Il est transféré à Drancy. Le camp est devenu depuis juin 1942 l'antichambre de la déportation en France. Des 76 000 juifs déportés sous Vichy, 63 000 sont partis de Drancy. À son arrivée, Maurice Wolf doit se faire enregistrer au bureau du fichier des identités. Dans le bloc administratif, un préposé affecté au service de réception et de recensement nous interrogeait. Nom, domicile, nationalité. Avez-vous de la famille en France? Connaissez-vous leur adresse pour les avertir en cas de besoin? Généralement, la réponse était négative. Qui allait donner le lieu d'habitation de sa famille? Parfois, quelques juifs de vieille souche française, innocents, obéissants, souvent anciens combattants sûrs de leurs prérogatives, privilèges de bons patriotes, répondaient benoîtement, ne pouvant imaginer la perversité de ce questionnement.
Quand ce fut mon tour, je me déclarai demi-juif, de nationalité italienne. Si vous êtes demi-juif, me répondit-il, vous pouvez bénéficier de privilèges accordés aux conjoints d'Ariens, aux quarts ou demi-juifs. Voici une circulaire que vous devez remplir et signer en certifiant sur l'honneur. Toute fausse déclaration sera punie de mort par les Allemands. En fait, quand Maurice Wolf arrive à Drancy, il passe au contrôle des statuts. Et là, on lui demande qui il est, en termes de loi raciale. Donc là, il se déclare demi-juif parce qu'il a dû entendre une rumeur, des informations circuler, comme quoi, si on est demi-juif, c'est-à-dire, c'est très important de le comprendre, issu de mariage mixte, un juif, un non-juif, mais quel que soit le fait que ce soit le père ou la mère, ça n'a aucune importance, c'est pas religieux, c'est racial. Ça permet d'avoir un statut spécial et d'échapper pour un temps à la déportation. Le projet final du nazisme, évidemment, c'est l'extermination totale des juifs, mais il procède par étapes. Et dans un premier temps, pour pas soulever une sorte de solidarité de la part du monde non-juif, il décide de ne pas déporter, de ne pas exterminer les personnes issues de ces mariages mixtes. Il y a deux autres catégories qui permettent une suspension de la déportation. C'est les conjoints d'Ariens, c'est-à-dire que comme c'est des gens qui sont en lien avec des familles non-juives, on ne veut pas susciter de la solidarité de la part des non-juifs dans la société française. Et la troisième catégorie est un peu différente, parce qu'elle n'a rien à voir avec le pourcentage de judaïsme ou le lien avec le monde non-juif, c'est-à-dire qu'elle concerne les femmes juives de prisonniers de guerre. Et donc ces femmes-là, elles sont protégées par la Convention de La Haye, puisque normalement, au titre de cette convention, on doit respecter les prisonniers de guerre et leurs familles. Il faut comprendre ce contexte, parce que c'est dans ce règle-là que certains vont jouer avec cette réglementation pour survivre. Tout en remplissant le formulaire, je n'ai pu m'empêcher de penser. Quart de juif, difficile à digérer. Un demi-juif, indigeste. Un juif entier, pouah, dégueulasse. Polyglotte, parlant allemand couramment, mais aussi un italien parfait, Maurice Wolf fait illusion devant le fonctionnaire de Drancy. On le transfère sans lui demander de prouver son statut racial. Sous une fausse identité italienne, faux demi-juif, Maurice Wolf, dit Maurice Savigny, traverse Paris sous bonne escorte, en direction du 13e arrondissement. Au 43 quai de la Gare, il découvre un bâtiment d'allure industrielle. En réalité, un camp d'internement, le camp d'Austerlitz. Ce dont je me souviens lors de notre arrivée à Austerlitz, c'est d'un ciel gris, presque noir, et de la pluie qui tombait presque drue en ce matin de novembre 1943. Arrivé devant un énorme complexe de bâtiments sombres, notre fourgon s'arrêta, à l'écart, en face d'un hangar désaffecté de plusieurs étages. Les policiers français nous firent descendre et pénétrer dans un hall immense. « 300 détenus, hommes et femmes, étaient parqués dans cette bâtisse sinistre. Aux côtés de Maurice Wolf, d'autres anciens détenus ont raconté leur vécu au sein du camp.
Au rez-de-chaussée était installé un centre de triage. Car il nous arrivait chaque jour, de Paris et de sa banlieue, tout ce que les Allemands avaient déménagé des appartements de Juifs arrêtés par rafle ou sur dénonciation. Tout ce que comporte un appartement nous arrivait. Cela allait des vêtements, literie, ustensiles de cuisine, de salle de bain, porcelaine, verrerie, jouets, instruments de musique. Enfin, tout ce qui fait le quotidien de la vie. C'était la plus grande entreprise de déménagement de recel et de vol que l'on puisse rêver. Tous les travailleurs chargés de cette besogne étaient recrutés parmi les conjoints d'Ariens, les demi-juifs ou les femmes de prisonniers. Toute une catégorie d'internés qu'ils ne voulaient ni déporter ni libérer et qu'ils utilisaient ainsi. Je fus ahurie par le rythme accéléré du travail. On aurait dit un cinéma tournant trop vite, tellement tous se dépêchaient. Pour les nouveaux venus, cela avait quelque chose d'ahurissant. Un petit personnage, la cinquantaine, nous accueillit dans un français laborieux et guttural. Il me dit « Je suis le commandant Cochan, responsable de ce camp. Quoi que vous soyez des privilégiés, puisque vous n'avez pas été déportés, je tiens à vous prévenir que toute conduite contraire à nos règlements sera sanctionnée par un retour à Drancy, d'où vous serez immédiatement déportés. » Quand Maurice Wolf est transféré de Drancy, il arrive au cœur d'une opération qu'on appelle l'opération Meuble. Donc c'est une opération qui germe dès le début 1942, puisque c'est la conséquence d'une très grande décision, qui est celle de la mise en place de la solution finale. Donc à partir fin 41, début 42, les Allemands, le Reich, décident d'exterminer les Juifs. La décision est prise, c'est l'extermination totale, c'est ce qu'on appelle la solution finale. En conséquence, la conséquence pratique, c'est que des appartements, des biens, vont se retrouver sans maître, vacants, selon le vocabulaire nazi, partout en Europe. Alors l'opération Meuble est d'une ampleur gigantesque à l'échelle de l'Europe. L'opération Meuble, c'est l'Europe de l'Ouest. Hein. C'est France, Belgique et Pays-Bas. Les nazis étaient persuadés que la guerre avait été provoquée par les Juifs. Il faut supprimer jusqu'à la dernière trace de l'existence même de ces Juifs voués à l'extermination. Mais en même temps, il y a une idée très rationnelle qui est de tout récupérer. Les Allemands qui souffraient de la guerre, et en premier lieu les Allemands qui ont été victimes des bombardements alliés, hein, qui deviennent massifs à partir de mai 1942, le premier grand bombardement c'est sur Cologne, eh bien ces Allemands doivent bénéficier, c'est une espèce de compensation des biens pris aux Juifs, puisque les Juifs sont responsables des biens de l'ennemi. D'un petit garçon qui allait à l'école, subitement je me trouve enfermé en prison, d'abord en prison, puis ensuite à Drancy, et ensuite dans un camp de travail. Mais c'était un monde qui s'écroulait. C'était... Notre travail consistait à trier les caisses, à mettre dans d'autres caisses, par exemple les vêtements, la porcelaine. Les tableaux avaient été déjà mis à l'écart, donc il n'y avait pas de tableau de valeur. Par contre, il y avait par moments des objets de valeur, comme des petites statues,
comment pourrais-je, des vases, des choses qui étaient quand même... alors il fallait mettre tout ça à l'écart, et notre travail était de trier. Ils volaient tout, hein. Quand ils arrivaient dans un appartement, ils volaient absolument tout. Ça allait aussi bien des choses de valeur que de la petite cuillère ou la fourchette. Ils volaient absolument tout. Au début, l'opération Meuble à Paris est gérée par des personnels de l'ERR, donc du pillage des œuvres d'art. Puis petit à petit, elle va avoir son propre service qui s'appelle la Dienststelle Westen, qui est le service Ouest, donc Ouest comme Ouest de l'Europe. Il n'y a pas d'archives papier de l'opération Meuble. Ce qui est resté, et ça a été découvert très tardivement, donc j'ai fait une grande enquête sur ces objets qui sont des photos. C'est des photos documentaires qui décrivent au plus près l'opération Meuble. Puisqu'il faut savoir que les soldats allemands avaient pour beaucoup des appareils photo. Donc la prise de photos par des Allemands pendant la guerre est très fréquente. Donc régulièrement, ils ont dû justifier de cette opération auprès de l'administration centrale du Reich à Berlin. La rationalité économique de cette opération sera sans arrêt questionnée, parce que c'est vrai que les Juifs parisiens, leur écrasante majorité, ce ne sont pas les Rothschild, ce sont des Juifs pauvres, tailleurs, qui ont très peu de revenus, très peu de biens. On voit, il y a quelques photos de piles et de piles et de piles et de piles de caisses, mais c'est des linéaires de caisses, c'est massif. Donc c'est massif parce que ça représente environ 40 000 appartements pour la seule ville de Paris, qui est le cœur de l'opération Meuble. On va scanner très systématiquement dans tout Paris, rechercher les appartements juifs qui ne sont plus occupés. C'est une énorme opération. Donc il y a des indicateurs, on va payer des mouchards qui vont trouver ces appartements. Et c'est très systématique et ça marche très bien. Il y a très peu d'appartements appartenant à des juifs qui n'ont pas été vidés. Donc il y a le repérage des appartements, première étape. Ensuite, il y a la pose des scellés. Donc la Dienststelle Westen met des scellés sur les appartements. Parce que quand même, il y a une pénurie à Paris, ça intéresse tout le monde de vider un appartement, ça n'intéresse pas que les Allemands, ça intéresse le voisin, ça intéresse... Bon. Donc ils mettent les scellés. Ensuite, une fois qu'ils ont mis les scellés, ils font un ordre de réquisition pour les déménageurs français. L'opération Meuble est très organisée. Elle est surtout remarquablement organisée dans le contexte de la collaboration franco-allemande, avec un but très précis, qu'on retrouve d'ailleurs dans tout le processus mis en œuvre d'extermination, c'est le coût minimum. Une partie des meubles qui vont être envoyés en Allemagne vont être en fait facturés aux municipalités. Cet argent va être utilisé, donc renvoyé à Paris, et va être utilisé pour payer les déménageurs français. On sait qu'il y a une centaine d'entreprises de déménagement parisiennes ou de banlieues parisiennes qui ont profité de cette activité. Donc ils ont des ordres de réquisition. Sur certains ordres, on voit marqué en bas que si l'ordre n'est pas respecté, menace d'arrestation. Donc voilà, mais par ailleurs, c'est sûr que c'est aussi un travail, ça leur apporte un revenu. Ils sont payés, ils ont de l'essence qui leur est fournie, ils ont de la paille qui leur est fournie.
Donc en fait, ça entretient une profession. À tel point qu'ils créent un service des appartements juifs dans leur syndicat. Et donc, entreposer tout ce butin suppose des lieux, et ces lieux vont d'abord être utilisés comme entrepôts et très rapidement vont devenir des camps de travail. Et là, les internés prennent le contenu d'un appartement. Donc là, il y a encore une identité, en fait. Dans les biens, ça appartient encore à quelqu'un. Et le travail qui se passe dans le camp, c'est de rendre ces biens anonymes. C'est ça, en fait, le travail. Donc là, il y a toute une maison qui arrive en tant qu'une maison, en tant qu'un foyer. Ça va monter dans les étages par le monte charge, c'est des internés qui font tout ça. Et ça va être cette unité en fait sentimentale des biens va disparaître au fur et à mesure, puisque les fourchettes vont rejoindre les fourchettes, les vêtements vont rejoindre les vêtements, les édredons les édredons. Et là, c'est une disparition des familles en fait. Je pensais aux Juifs à qui appartenaient ces livres, qui avaient dû fuir ou avaient été déportés, collectionnés avec amour et dévotion, qui les avaient caressés, comme je pouvais le faire moi-même. Nous entrions dans l'intimité de tous ces pauvres gens dépouillés de leurs biens. Des bouillies pas finies, des tubes de lait entamés, des bribes de nourriture. Certains objets nous causaient une terrible tristesse. Dans ces caisses, il y avait les biens d'une famille déportée, et ces objets étaient dispersés à jamais. C'était comme le dépeçage d'un corps vivant. En particulier, nous étions angoissés devant les paquets de lettres parfois noués d'un ruban, devant les paquets ou les albums photos. On savait bien que tout ce qui venait des domiciles, des appartements, avait appartenu à des familles. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais il y a des gens qui ont trouvé des photos de leur famille. Les papiers personnels, c'est-à-dire les photos de famille, les albums de famille, les lettres reçues, les courriers, tout ce qu'on peut conserver, en fait, cet écrit, vont être mis de côté et vont être systématiquement détruits. Donc il y avait un feu qui brûlait à l'extérieur du camp d'Austerlitz, en continu, qui a brûlé ces objets souvenirs, ces traces, ces dissertations d'enfants, les lettres reçues de la grand-mère. Donc il y a une déperdition extraordinaire de la mémoire de ces familles. Donc même les familles qui ont survécu, elles ont été privées par cette opération de toute leur histoire familiale. Et cette autodafé, donc ces feux qui vont brûler ces objets
ces papiers, pour moi, c'est un pendant direct au crématoire d'Auschwitz et des autres camps d'extermination. On ne brûle pas des corps, on ne brûle pas des gens, mais on brûle les traces de leur existence, y compris les traces les plus modestes. Le colonel baron Von Baer, le chef de cette vaste entreprise de vol, nous empoisonnait l'existence par ses fréquentes visites. Dès qu'il était annoncé, car il se faisait annoncer par téléphone afin que tout soit préparé pour jouer sa comédie aux personnalités qu'il amenait visiter le camp, nous devions cesser de travailler et nettoyer, astiquer, frotter, balayer. Tout devait être impeccable. Et ensuite, nous devions nous poster au garde à vous lorsqu'il paraissait et pivoter de façon à le regarder continuellement. Tout cela dans le plus grand silence. Cela durait parfois très longtemps. Aussi, pour ne pas prendre des crampes, avec un morceau de craie, nous faisions une croix à l'emplacement de nos semelles, sur le parquet. Car, si par malheur le commandant du camp, ce dingue, s'apercevait que nous avions bougé, nous avions droit à une réprimande. Et souvent, les gens, pas de la Gestapo, mais des SS, le suivaient et disaient, vous voyez, ils font ça, ça part en Allemagne, ça compense les bombardements que les Américains et les Anglais font sur l'Allemagne. Alors, de temps en temps, le baron Von Baer venait et il disait ça, ce sera pour moi, ça sera pour moi. Il faisait son petit choix. Qui est à l'origine de l'opération Meuble, cette opération folle, on sait que c'est le lieutenant-colonel Von Baer. On a le document dans lequel il propose à Rosenberg, donc qui est son chef hiérarchique, de vider les appartements en Europe de l'Ouest au bénéfice des Allemands ordinaires. Alors, le baron Von Baer, c'est un personnage très théâtral, il est très grand, il se prend pour Erich von Stroheim, donc il joue avec un lorgnon, comme ça. Il avait une femme anglaise qui se prenait aussi pour une aristocrate, qui mimait les aristocrates, mais qui n'en avait pas du tout les manières. Il est motivé donc par l'appât du gain. Von Baer dit « Conduisez-nous vers l'endroit où se trouve ce que nous avons réservé pour notre honoré Reichsminister. » Peu après, le Reichsminister Alfred Rosenberg arriva pour visiter notre entrepôt. Jamais je n'ai vu des yeux délavés aussi froids. Moins grands que Von Baer, les lèvres minces, les joues plutôt flasques, le grand théoricien du national-socialisme, dont le racisme était d'une virulence morbide, était là, devant mes yeux. Je l'ai précédé jusqu'à l'étagère, où étaient en effet exposés les objets choisis pour le pillard en chef. Les deux commandants Cochan et Von Baer rugirent de plaisir lorsqu'ils entendirent « Ah, mais combien ces pièces sont belles! Je vous remercie de votre bon goût, c'est exactement ce que j'aime. » Rosenberg, c'est l'idéologue du parti nazi. C'est entre guillemets le philosophe, celui qui a écrit les textes théoriques, qui théorise
la domination raciale nazie en Europe. Et là, il comprend immédiatement que ce nouveau butin, donc les biens ordinaires, vont lui permettre d'acquérir une place plus grande, une plus grande influence. Et il va utiliser ce butin pour donner des prébendes à des leaders nazis. Si on est bien avec Rosenberg, on va bénéficier d'œuvres d'art, mais aussi de meubles de qualité, de robes de haute couture, de sacs à main, tout ce que Paris produit et fait rêver dans toute l'Allemagne. Alors, c'est à Bassano où arrivent les meilleurs morceaux, la partie la plus prestigieuse du butin. Ce petit camp de Bassano, qui est dans un ancien hôtel particulier qui appartient à une famille juive aisée, qui sont ces familles juives qui ont déjà eu leurs biens pillés au titre du pillage des œuvres d'art, qui est donc vide, où des internés vont aussi être transférés. C'est un peu la danseuse, on dirait dans les idiomatiques français, la danseuse de Kurt von Baer, le lieu où tous les gens du service, tous les Allemands et leurs amis viennent faire leur shopping. Et viennent se faire fabriquer ici un sac à main, là une belle robe, et puis prendre la belle vaisselle, prendre les beaux linges de maison, etc. Donc c'est un peu comme un mini bon marché dans les grands magasins parisiens d'aujourd'hui qu'ils se seraient fabriqués pour eux-mêmes. Il y a d'ailleurs dans le camp des couturiers de talent. Il y a même une couturière qui est internée, qui était première d'atelier chez Paquin, donc le summum de la haute couture parisienne à l'époque. Les ateliers ne parviennent pas à contenter toute leur clientèle. Le baron von Baer commande des dizaines de paires de bottes, tandis que les tailleurs ne cessent de lui confectionner des uniformes. Sa femme ne lui cède en rien. Elle a un goût très prononcé pour les chaussures et les sacs à main qui sortent des mains expertes des artisans internés. La baronne von Baer assiste bien souvent au tri des caisses signalées comme particulièrement précieuses. Mieux encore, elle ne dédaigne pas mettre la main à la pâte. Et les internés, stupéfaits, auront souvent le spectacle de la femme de leur chef suprême plongée jusqu'aux épaules dans quelques caisses d'où elle ramènera triomphalement un sac crocodile ou des parures de soie qu'il faudra aussitôt mettre précieusement de côté pour Madame la baronne. Dans tous les camps parisiens, les internés ont tenté de saboter l'opération meuble, comme ils le pouvaient, en se livrant à de petits actes de résistance. Tout ce que nous pouvions soustraire à la rapacité allemande, nous l'avons fait. Il s'agissait évidemment d'être assez adroit pour ne pas se faire prendre. Mais on devient habile à ce genre d'exercice lorsqu'on est prisonnier. Boum! Par terre, le verre en cristal et l'assiette. C'était expéditif et rapide. Le gaspillage qui s'est fait à Austerlitz est quelque chose d'incroyable. Mais la boîte à ordures nous paraissait préférable à la caisse partant pour Berlin. Surtout pour les objets de valeur. J'ai connu une Russe qui rangeait la vaisselle avec un petit marteau. Et ceux qui mettaient les meubles dans les trains, dans les wagons,
il mettait les pieds contre le verre, et chaque fois qu'il y avait un arrêt brutal, le pied cassait, paraît-il. Et d'ailleurs, on le voit, on a des rapports allemands de réception en fait, des objets qui disent que beaucoup d'objets arrivaient cassés. Donc la productivité de cette opération meuble était amoindrie. Il y a deux destinations, en fait, deux canaux particuliers à l'arrivée de ces meubles. Il y a le premier, ce sont des trains qui arrivent aux municipalités. Donc ce sont les municipalités allemandes qui vont prendre en charge la distribution, donc aux sinistrés, aux victimes des bombardements. Mais les témoignages qu'on a, des journaux intimes, en particulier pour Hambourg, montrent que la population allemande savait, les bénéficiaires, ils savaient que c'était des biens juifs. Ils ne savaient pas les détails. Ils ne savaient pas exactement comment c'était organisé, ils ne savaient pas exactement d'où ça venait. Mais ils savaient que c'était des biens pillés, même si les biens avaient été anonymisés. Donc ça, c'est le premier canal de distribution. Le deuxième canal de distribution, ce sont les organismes du parti nazi. Il y a les jeunesses hitlériennes. Donc tous ces organismes vont bénéficier d'un train et vont le distribuer à leurs membres. Il y a un troisième canal, mais qui a été, à mon avis, plus marginal. Ce sont des trains, alors il y en a quelques-uns au moins, on a des traces, qui arrivent en Ukraine et qui sont destinés à meubler les colons allemands qui vont coloniser ces nouvelles terres, dont d'ailleurs la population locale, les Juifs et puis probablement les Slaves aussi, doivent être éradiqués. Kochan me convoqua et secoua un télégramme devant moi en vociférant. On vient de m'informer de Berlin que des actes de vandalisme sont commis sur les meubles destinés à l'Allemagne. Je vous préviens que je vais renvoyer toute votre équipe à Drancy. Ou mieux encore, je vais les faire fusiller pour acte de sabotage. Après avoir réuni toute l'équipe, je dis d'une voix irritée. Les gars, vous avez déconné. Ne lacérez pas les sièges, juste une entaille par-ci, par-là. Quant à la porcelaine, un petit éclat suffit. Et pour les cristaux, un seul verre d'un service sera ébréché. Je vous préviens, si vous n'écoutez pas mes conseils, vous le payerez de votre vie. Maurice Wolf réussit à calmer le commandant d'Austerlitz, qui ne mettra pas ses menaces à exécution. Kochan a pour son demi-juif une bienveillance inattendue. Il apprécie en particulier sa voix, qui distrait parfois les internés du camp après le travail. Alors, de temps à autre, il s'offre de petits concerts privés avec son détenu, sur l'un des pianos volés, en partance pour Berlin. Après avoir interprété quelques airs du répertoire allemand, que je connaissais très bien, il finit par me dire « C'est prodigieux. Vous m'avez fait oublier que vous êtes juif. Je veux dire, demi-juif. » À plusieurs reprises, il m'invita pour chanter, et il s'ensuivit des relations que j'avais honte d'assumer. Cette proximité dérangeante avec son geôlier lui a peut-être sauvé la vie. Quelques jours plus tard, Maurice Wolf sera accusé de tentative d'évasion, mais il ne connaîtra pas de retour à Drancy. Le commandant d'Austerlitz se montre clément. Il l'expédie dans un autre camp de travail de l'opération Meuble. En décembre 1943, Maurice Wolf découvre au cœur de Paris, rue du Faubourg Saint-Martin, la surprenante façade de son nouveau lieu d'internement. Une célèbre enseigne parisienne, arianisée, spoliée à ses propriétaires juifs.
L'aspect originel du lieu a été soigneusement conservé. Mais à l'intérieur, les meubles du magasin ont disparu. Ils ont été remplacés par les meubles volés aux familles déportées. Bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez des meubles, bien le bonjour, monsieur Lévitan. Vous avez des meubles qui durent longtemps. Qui ne connaît pas cette publicité chantante? Eh bien, monsieur Lévitan n'a plus de meubles. Ce sont les Allemands qui les ont. Contrairement à Austerlitz, où nous vivions dans un énorme hangar sombre et sinistre, les grands magasins de Lévitan étaient somptueux, plaisants et feutrés. Trop peut-être. Mais les marchandises exposées n'étaient pas à vendre. L'immeuble dans lequel des générations de Lévitans ont créé, fabriqué et couvert la France de leur production était devenu par la grâce des occupants un camp de concentration où près de 300 personnes adultes, dont la grande majorité des femmes, étaient astreintes au travail de tri et à l'emballage des biens juifs là aussi. C'est aussi un bâtiment où les camions peuvent arriver directement en sous-sol. Et donc, quand on les décharge, eh bien, c'est à l'abri des regards indiscrets. On n'est pas obligé de décharger dans la rue. Donc, il y a une idée de camouflage. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment. Officiellement, cette question du secret et de la discrétion, c'est parce qu'ils ne veulent pas attiser la convoitise des Français. Et aussi parce qu'il y a eu quand même, ça a commencé avec les œuvres d'art, l'administration française a essayé de s'opposer à ces opérations. Évidemment, pas parce qu'elle voulait défendre les Juifs, mais parce qu'elle préférait que ce soit elle qui récupère le butin plutôt que les Allemands. Donc, il y a une obsession du secret, de la discrétion dans les camps. Donc, ça a des conséquences sur la vie quotidienne des internés. À cette époque-là, il y a eu 2 internés qui se sont... Ils ont dû trouver ça très, très drôle. Ils sont montés le plus haut possible, je ne sais pas si c'est au 4e ou s'ils sont montés sur le toit, et ils ont échangé avec des gens de leur famille des grands signes pour leur dire qu'ils étaient là, que c'était formidable. Ils ont été attrapés par les Allemands, ils ont été brutalisés et ils ont été déportés. Peu à peu, les Boches firent sortir les artisans accompagnés de gardiens. Ils en arrivèrent même, chose extraordinaire, à accorder des sorties. Comme il fallait le prévoir, il arriva que l'un ou l'autre des permissionnaires ne rentra pas. D'où punition collective, suppression de sortie et surtout déportation. Celle-ci se passait d'une manière particulièrement cruelle. Rassemblement général des prisonniers, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, tous en rang. Le colonel, accompagné de son état-major, passe devant les rangs, monocle à l'œil, sanglé dans son impeccable uniforme. Il y a eu une évasion. Nous avons été réveillés et nous sommes descendus au rez-de-chaussée et on nous a mis en rang. Donc, l'officier allemand a dit une évasion, 10 déportés. Et il nous a mis en rang.
l'officier est passé devant nous et au hasard, toi. Et c'est à la suite de ça que les Allemands, au lieu de faire des déportations au hasard, nous ont demandé de faire des groupes de 10, et ces 10 personnes étaient responsables les unes des autres. Et si une personne des 10 s'évadait, les 9 autres étaient déportés. C'est toujours le système allemand. Un responsable, 10 coupables. On les voyait partir, on ne pouvait rien faire. On était figés, notre but était de ne pas bouger, de ne pas montrer de sentiments. Avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, les détenus de l'opération Meuble vivent dans la peur. À l'évitant, la tentative d'évasion de Maurice Wolf, comme son parcours de résistant, sont connus. Certains redoutent un acte irréfléchi. Des internés le dénonceront. Bien que Maurice Wolf, comme il le précise dans ses écrits, n'ait jamais retenté de s'évader. Le 20 janvier 1944, il est déporté par le convoi numéro 66, avec 1368 personnes et 220 enfants. Il sera affecté au camp de travail Auschwitz III, Buna-Monowitz. On est en juillet 1944, les Alliés arrivent de Normandie, Paris va être libéré bientôt. Alors, ce qui se passe pour l'opération Meuble, c'est qu'elle continue. C'est ça qui est très frappant, c'est que c'est tellement bien rodé, ça continue. On sait qu'il y a quelques appartements qui ont été vidés jusqu'en début août. Je ne sais pas la date exacte, mais vraiment début août, ça vide encore. Les détenus des camps parisiens vont être renvoyés vers Drancy, non pas parce qu'on va arrêter l'opération Meuble, mais parce qu'ils sont destinés à être déportés, parce que les Allemands veulent organiser le dernier grand convoi de déportation qui doit vider Drancy. Quelle logique, ne pas laisser de témoins. Et le dernier grand convoi, on le sait aujourd'hui, ne partira pas, parce que cette chaîne bien rodée d'organisation des convois de déportation va se briser. C'est-à-dire là, au dernier moment, il y a une résistance, en particulier de la SNCF. Les cheminots, d'ailleurs, vont faire une grève générale qui va empêcher le dernier convoi de partir, ce qui fait que les détenus qui n'avaient pas été déportés auparavant sont sauvés, à Drancy même. La libération de Paris, à ce moment-là, on était tellement heureux de la libération de Paris. On était heureux, malgré tout, on était tellement heureux d'être libres et de voir la France libérée. On ne pensait plus au camp. Il n'y en avait à l'époque que pour les résistants et les prisonniers de guerre. Les juifs, vous savez, alors quant aux demi-juifs, vraiment, ça n'intéressait personne. D'ailleurs, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, ça n'intéressait personne. C'est une aventure malheureuse qui nous est arrivée. On s'en est sorti, c'est merveilleux, mais raconter ça aux gens, comme je vous dis, je racontais ça à une amie. La première chose, vous avez de la chance. Voilà, on a eu de la chance. Alles auf! Los, Mann!
Grâce au blocage des derniers convois pour les camps de la mort à la libération de Paris, la majeure partie des 800 internés de l'opération Meuble n'a pas connu la déportation. Mais 20% d'entre eux ont été déportés entre juillet 1943 et juillet 1944, à Auschwitz et Bergen-Belsen. Près de 70 000 appartements juifs ont été pillés dans toute l'Europe de l'Ouest. En France, hormis quelques centaines de pianos, aucun objet, ni meuble, ne fut retrouvé, ni restitué. À la Libération, le chef de l'opération Meuble, Kurt von Baer, s'est enfui chez lui en Bavière avec 30 voitures remplies de mobilier. Il se suicida avec sa femme à l'arrivée des Alliés en Allemagne. On les retrouva morts empoisonnés, un verre de champagne à la main. Avant cela, le colonel von Baer a pris soin de brûler les archives du pillage. Maurice Wolf, qui a survécu à sa déportation, nous a laissé l'un des récits les plus éclairants sur l'opération Meuble et ses arcanes. « 50 ans après avoir connu les camps de travail parisiens, il écrira ses mémoires avec son fils Stéphane, avant de s'éteindre à l'âge de 94 ans.